Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux liens, souvent invisibles, entre le divertissement qu'on adore et les grandes dynamiques de pouvoir mondial. Préparez-vous parce qu'on va regarder Hollywood sous un angle complètement différent. On commence fort, avec cette citation du stratège Pierre Conesa. Quand il se compare à Martin Luther face à la papauté, le message est limpide. On s'apprête à décortiquer une institution qui semble intouchable, presque sacrée, pour la voir aussi comme ce qu'elle peut être, un véritable outil stratégique. Du coup, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse est assez simple. Hollywood, est-ce que c'est vraiment juste du divertissement? Est-ce que derrière les strass et les paillettes, il y a autre chose qui se joue? Allez, on entre dans le vif du sujet. Dans cette première partie, on va explorer une thèse assez provocatrice, l'idée qu'Hollywood fonctionnerait comme une immense machine de propagande. Une sorte d'arme dans une guerre qui ne dit pas son nom, la guerre culturelle. Pour bien saisir le pouvoir d'Hollywood, il faut partir d'un fait. Un fait qui, vu d'Europe, est assez étonnant. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère central de l'éducation pour imposer un programme d'histoire commun à tout le pays. Et selon le stratège Pierre Conesa, ça crée un vide immense. Il manque un récit partagé qui vient forger l'identité nationale. Et alors, qui vient combler ce vide? Eh bien, c'est Hollywood. C'est le cinéma, bien plus que les manuels scolaires, qui va tisser cette histoire commune américaine. Et c'est justement ça qui lui donne une force d'influence absolument incroyable. Bon, si Hollywood raconte l'histoire, de quelle histoire parle-t-on au juste? D'après Conessa, cette histoire remplit une fonction politique cruciale, celle de fabriquer un ennemi. Un ennemi commun, clair et facilement identifiable par tout le monde. Cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inspire beaucoup de la pensée du philosophe Carl Schmitt. Pour lui, le cœur du politique, c'est de désigner qui est l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui crée l'unité, ce qui donne un but et une cohésion à un groupe. C'est une logique de rassemblement par l'opposition. Et cet ennemi, il n'est jamais figé. Il change, il évolue avec le temps. Et quand on regarde de plus près, sa transformation semble suivre de manière assez frappante l'agenda géopolitique américain. On passe de l'Amérindien au XIXe siècle, aux communistes pendant la guerre froide, puis aux terroristes arabo-musulmans après le 11 septembre. Aujourd'hui, Conessa utilise une image amusante. Il parle d'un minestrone d'ennemis, une sorte de soupe où l'on pioche l'ingrédient dont on a besoin. Pour se rendre compte de la puissance de cette machine narrative, un seul chiffre suffit, 2700. C'est le nombre de westerns qui ont été produits. L'analyse de Conessa, c'est que la répétition massive de ce récit a eu un effet très concret. Légitimer un génocide en gravant dans l'imaginaire collectif cette image d'Épinal du cow-boy héroïque face à l'Indien menaçant. Et là, on touche à une différence culturelle vraiment fondamentale. D'un côté, le super-héros américain, il a toujours raison moralement, il n'hésite pas à se placer au-dessus des lois, et à la fin, il gagne toujours. De l'autre, on a souvent l'anti-héros à la française, beaucoup plus ambigu, souvent dépassé par les événements, écrasé par le système. Pour des analystes comme Conessa, la figure du héros américain n'est pas anodine. Elle installe l'idée qu'une action unilatérale est justifiée dans un monde où il n'y a pas de place pour le doute. Il y a un concept militaire très connu, théorisé par Clausewitz, le brouillard de la guerre. C'est cette confusion totale sur le champ de bataille, on ne sait pas où est l'ennemi, ni même où sont les alliés. C'est le chaos. Mais ce qui est fascinant, c'est que le héros américain, lui, il n'est jamais perdu dans ce brouillard. Il sait tout, il voit tout, tout est clair. Ça donne une image de la guerre comme quelque chose de simple, de maîtrisable, une vision qui peut être assez dangereuse. Sauf que voilà, cette guerre des récits, cette guerre de l'imaginaire, elle ne se joue pas que sur les écrans. En fait, elle n'est que la première étape. Elle sert à préparer le terrain pour d'autres types de conflits, bien plus concrets, mais souvent beaucoup moins visibles. Alors, explorons un peu ces autres champs de bataille. C'est là qu'on va voir comment le fameux soft power d'Hollywood peut venir appuyer des guerres qui, elles, sont bien réelles, des guerres économiques et juridiques. Le concept clé à comprendre ici, c'est le lawfare. C'est un mot valise entre law, la loi, et warfare, la guerre. L'idée, c'est d'utiliser l'arsenal juridique, les tribunaux, les lois, les règlements, comme une arme pour atteindre des objectifs stratégiques, au même titre qu'on utiliserait des missiles. Et dans cet arsenal du lawfare, il y a une arme maîtresse, une arme redoutable, c'est le principe de l'extraterritorialité du droit américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les États-Unis s'autorisent à appliquer leurs propres lois à des entreprises ou à des personnes étrangères, même si elles n'ont jamais mis un pied sur le sol américain. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là, on a des exemples très concrets. L'affaire Alstom, par exemple, où un cadre français est arrêté aux USA, ce qui mène finalement au rachat d'une partie de l'entreprise par le concurrent américain. Ou encore la banque BNP Paribas, qui a dû payer une amende record de presque 9 milliards de dollars. Et bien sûr, le cas de Huawei, le géant chinois, dont les opérations mondiales ont été quasiment paralysées.
Voilà l'impact très, très concret de cette guerre par le droit. Ok, maintenant, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on voit se dessiner les contours d'un nouvel art de la guerre, une sorte de stratégie globale où le culturel, l'économique et le juridique sont complètement liés, inséparables. On pourrait presque en faire un manuel de la guerre moderne en 3 temps. Étape 1. On fabrique un grand récit culturel et Hollywood est parfait pour ça. Étape 2. Dans ce récit, on désigne un ennemi très clair. Et étape 3. Une fois que l'ennemi est bien identifié dans les esprits, on déploie contre lui l'arsenal économique et juridique. Autrement dit, la culture crée la justification morale pour l'attaque économique. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'ennemi qu'on a diabolisé dans les films devient, dans le monde réel, une cible que l'on perçoit comme légitime pour des sanctions, des poursuites, des amendes. La propagande cinématographique et la géofinance seraient donc, en quelque sorte, les deux faces de la même pièce dans les rapports de force d'aujourd'hui. Tout ceci nous laisse avec une dernière question, une question à garder en tête pour la suite. La prochaine fois qu'un grand méchant apparaît sur un écran, que ce soit au cinéma ou dans une série, est-ce qu'on est simplement en train de regarder une histoire ou est-ce qu'on est peut-être en train d'être préparé, culturellement, à un conflit à venir ? La question reste ouverte.